Allez, c'est parti. Déjà merci d'avoir bravé ces conditions climatiques extrêmes pour nous rejoindre ce soir. Le sujet que je vais vous présenter ce soir, c'est une migration qui a été effectuée l'année dernière sur un des projets Emakina. C'est une migration d'un vieux Magento de PHP 5.6 à PHP 7.2. Donc, avant d'aller un petit peu dans les détails de comment on a fait cette migration, un petit peu de contexte. Quand je dis que c'est un vieux projet Magento, c'est qu'on l'a démarré en 2011. Oui, ça remonte un petit peu quand même. Hein. Et à cette époque-là, c'était PHP 5.3 qu'on avait sur ce projet. Donc il a quand même traversé un petit peu les âges. Sur l'ensemble de ces années, on a à peu près 30 contributeurs différents. Quand je dis contributeurs, c'est qu'ils ont au moins contribué plus de 10 fois au projet. Donc il y en a à peu près 10-12 côté Emakina. Et tout le reste, c'est des équipes qui sont chez le client. Donc soit au Royaume-Uni, soit aux US, soit en Allemagne, soit en Inde, soit en Malaisie, etc. J'en oublie certainement. Pour vous donner à peu près une idée du projet qu'on doit migrer, il y a environ 11 500 classes PHP à faire évoluer. Il y a un petit peu moins de 2000 templates aussi. Donc les templates, c'est du PHTML. Qu'est-ce que c'est? C'est juste des fichiers HTML où on peut écrire du PHP. C'est comme ça dans Magento. Quand je dis 11 500 classes, c'est le cœur de Magento et notre code custom. Parce que évidemment, on peut aussi faire évoluer le corps, pas que notre code. Sinon, ce serait un peu trop simple. Et en fait, on part pas vraiment de 5.6, on part plutôt de 5.5. Parce qu'à la fin 2017, on était encore sur PHP 5.5, même si le code du projet était compatible à PHP 5.6, grâce à Aurélien qui nous avait pointé la marche à suivre pour pouvoir le faire monter en version. Mais on était quand même bloqué à cause de notre hébergeur qui ne pouvait pas faire évoluer l'infrastructure sans tout exploser. Donc on était pieds et poings liés à ce moment-là, on ne pouvait rien faire avec l'application. Même si on avait vraiment la volonté de le faire évoluer, on était bloqué. Et du coup, suite à un changement de product owner chez le client, il y a eu la décision de tout abandonner, de quitter l'hébergeur actuel et de construire nous-mêmes notre infra sur le cloud grâce à AWS. Quand je dis construire notre infra, c'est on part de rien, il n'y a aucun sysadmin dans l'équipe et on part sur l'infrastructure. Donc on bâtit nous-mêmes nos infras. Parce que c'est pas vraiment une seule infra, c'est plein de petites infras qu'on va devoir monter. À la base, ce projet-là, c'était une plateforme globale avec 14 sites, si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là, plus ou moins. Et là, l'objectif, c'est on part sur le cloud, on explose la plateforme globale. Donc on se retrouve avec 14 sites différents, x3, parce qu'on a une plateforme de prod, de stage et de dev. Ça commence déjà à grossir un petit peu. Et au final, donc ça c'est une petite réflexion que moi je me suis faite, c'est quitte à bâtir nous-mêmes l'infra, donc c'est un travail déjà un peu costaud, pourquoi pas aller un petit peu plus loin que 5.6? Parce qu'au final, passer de 5.5 à 5.6, c'est petit joueur, quoi. D'autant plus que à ce moment-là, 5.5 c'était déjà cramé depuis un petit moment, 5.6 c'était pas bien loin, 7.0 ça allait pas non plus très très loin, et 7.1 c'était encore pire. Enfin c'était pire. C'est pas non plus le rêve. Donc, quand on lit le tableau, il y a une seule option qui est pertinente, c'est de passer sur la 7.2. La 7.3 n'était pas encore sortie. Je sais pas si c'est. Et ça, c'était au moment où on a commencé la migration. Donc, je ne vais pas vous faire le changelog de toutes ces versions de PHP. William se fera un plaisir de vous présenter toutes les évolutions du langage depuis les toutes premières versions s'il faut. Je mets les petits liens parce que je publierai les slides si ça vous intéresse. Vous allez sur le site de PHP, c'est très bien expliqué. Honnêtement, si vous devez faire une migration PHP, vous avez une checklist qui est quasiment toute prête et vous avez juste à la lire. Donc, du coup, 7.0, ça part, c'est bon. Alors ça arrache un peu les yeux, c'est pas grave. Lorsqu'on parle de migrer un projet, enfin de faire monter la version PHP d'un projet, une des premières choses à faire, c'est déjà de mettre à jour son environnement local pour pouvoir tester ce qu'on est en train de faire. Si vous avez un environnement où tout est installé sur la bécane, que ce soit un Mac ou un PC,
Ça peut être galère. Si vous avez la chance de travailler avec Docker, c'est 3 caractères tout PT à changer. Là, ce qui est à gauche, c'est le screenshot du pull request que j'ai fait sur l'environnement qu'on utilise. Tous les changements qui sont là, c'était juste ce qu'il fallait pour passer sur la 7.2. Je passe de 5.6 à 7.2 en modifiant une de 3 lignes. Au milieu, c'est un correctif. Donc je change le numéro de version, je dégage les extensions dont on a plus besoin et qui ne sont plus supportées. Et c'est tout. C'est tout. Donc ça, c'était la partie simple. Maintenant, pour pouvoir migrer un projet, il faut savoir ce qu'on doit corriger. Parce que sinon, c'est pas une migration. Donc vous pouvez le faire à la main. C'est-à-dire que vous prenez le changelog, vous ouvrez tous vos fichiers et vous regardez si c'est bon. Bon, je vous fais pas un dessin, c'est juste possible. Là, on parle de 11 000 classes, et même à partir de 3 fichiers, ça commence à devenir chiant. Vous pouvez aussi vous reposer sur votre IDE, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont gagné des licences PHP Storm, vous pouvez faire clic droit, analyser le code, et vous allez avoir toute une batterie de tests. Et notamment tout ce qui est dépréciation. Ouais, c'est chouette, sauf que quand vous êtes sur un gros projet legacy, vous vous retrouvez facilement avec 150 000 lignes de warning. Donc, encore une fois, c'est mort. Après, lorsqu'on commence à chercher des outils, si vous tapez migration PHP 7, vous allez avoir celui-là qui va remonter dans la recherche. C'est normal, rien que le nom indique qu'il est là pour faire ces migrations-là. Le problème, c'est que en fait, il est plus supporté et que même sur le README, il y a écrit ne l'utilisez plus, allez voir ailleurs. Encore une fois, grosse piste. Là, on arrive sur PHP Stan, qui est pointé du doigt, qui est recommandé par les auteurs du outil précédent. PHP Stan, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de détecter des erreurs de conception dans votre code sans l'exécuter. C'est pour ça que c'est des tests, des analyses de code statiques. Ça regarde votre code, ça ne l'exécute pas. Et il y a notamment la possibilité de trouver tout ce qui est déprécié. Donc c'est plutôt chouette. Parce qu'on n'a pas 3 heures et parce qu'il fait super chaud, j'ai dégagé toute la partie installation d'outils, configuration et analyse. De toute façon, c'est illisible. Les résultats, il y en a, on va dire, 6 catégories principales. Le premier truc qui remonte, c'est l'autoloader Magento. Paf, déjà, la première chose qui apparaît, c'est qu'on ne peut plus l'utiliser. Donc il va falloir le retravailler. Je vais vous montrer derrière quels sont les correctifs qui ont dû être faits. Il y a aussi un truc que les développeurs initiaux de Magento adoraient faire, c'est des opérations arithmétiques avec des chaînes de caractères. Donc dans les templates, vous allez trouver pour tout ce qui est affichage des quantités, affichage des prix, des fois 1. Echo, get price, this get price, fois 1. Partout. Que ce soit dans BO, dans le front, il y en a partout. C'est une des raisons pour lesquelles la pull request qui a été faite pour le passage sur C2 était assez conséquent. Parce qu'il y avait toutes les lignes de quantité et de prix à retoucher dans tous les templates. Ça, c'est une petite boulette, mais qui n'est pas non plus trop méchante. Dans le système de cache de Magento, il y avait un save. Et en fait, cette méthode attendait une chaîne de caractères. Dans certains cas, il passait un objet. Ça explosait, ça levait quelques warnings. La solution était toute simple, si c'est une chaîne de caractères, on fait rien. Si c'est pas une chaîne de caractères, on sert rien. Ça, pour le coup, c'était le plus simple. Ensuite, il y avait toutes les dépréciations de PHP. Il y en a beaucoup, pour plusieurs raisons. Les développeurs de Magento n'appréciaient pas le for each. On va savoir pourquoi. Ils n'utilisaient jamais de for each. Ils utilisaient des while list each. Je sais pas dans quel sens. Partout. Pour l'emprunteur. Non, manque de bol, each ça n'existe plus, donc il faut retoucher toutes les boucles de Magento. Là, ça commence, je rigolais déjà beaucoup moins. Donc là, ça c'était les 4 premiers, c'était sur Magento. Le 5e, c'est parce qu'on a une application à côté, faite en Symfony, pour gérer l'import de notre catalogue. Et on utilisait le bundle Stash pour faire du cache. Dans ce bundle-là, il y a un driver APC. Manque de chance, dans certaines versions du PHP, l'extension ne contient pas une classe. C'est écrit dans le code, il est écrit des fois ça n'existe pas. Donc il y avait un petit classe existe. Sauf que ça, combiné avec l'autoloader Magento, il y avait quelques soucis, donc il a fallu touiller aussi un petit peu le bundle.
Et la dernière, qui aussi m'a pas forcément fait marrer, parce qu'une fois que je m'étais débarrassé de Magento, je me suis retrouvé aussi à patcher du Symfony derrière. C'est l'extension Mongo, pour discuter avec le service MongoDB, qu'on utilise comme base de données temporaire. Cette extension, pareil, elle est dépréciée, il faut en changer. Il faut passer sur MongoDB. Et puisque les mecs sont sympas, ils n'ont pas du tout utilisé les mêmes méthodes. C'est plus du tout les mêmes interfaces. Donc voilà, je pense qu'on s'amuse à changer tout ça. Donc là, ah si, ça apparaît plutôt pas mal, c'est cool. L'autoloader de Magento. Donc avant, c'était un function autoload avec la classe qui était passée en paramètres et derrière un petit include. En soi, ce qu'il y a à l'intérieur, ça change pas tant que ça. C'est juste que c'est plus function autoload, là c'est SPL autoload register. C'est tout. Donc l'autoloader de Magento, peanuts, tranquille. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, les petits x1 partout dans le code. Puis évidemment, des fois il y a des espaces, des fois il n'y en a pas, des fois c'est sur une retour à la ligne. C'est pas cool. C'est pas cool. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pensez à la personne qui derrière reprendra le truc. Parce que pour le coup, si j'ai eu le responsable de ça, je pense que je vais expliquer 2-3 trucs. La sérialisation, j'en parlais tout à l'heure. Bon, j'ai retouché la PHP doc parce que c'était pas tout à fait correct. C'est ce que j'ai évoqué 2-3 minutes. Si c'est une string, très bien, on renvoie ce que c'est. Si c'est pas une string, on sérialise. On continue. Par rapport aux dépréciations de PHP, il y avait par exemple l'utilisation de la globale HTTP raw post data qui est dépréciée. Encore une fois, il ne faut plus l'utiliser. Pour le coup, si vous tapez cette chaîne de caractères sur Google, vous allez tomber sur la doc de PHP qui vous dit effectivement, utilisez plus ça, utilisez ça à la place. Donc là, search and replace, ça va vite. Et le fameux while list each. Pourquoi honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est illisible en plus ce truc-là. Remplacé par un for each. Évidemment, ça peut pas être un search and replace parce que les variables sont pas toujours pareilles. Ils sont pas toujours les cost styling, enfin c'est sur 3 lignes. En fait, le search and replace était une grosse regex pour parser tout le code de Magento. Et le bundle stash qu'on utilise pour notre cache, voilà, il y a un petit commentaire qui dit certaines versions d'APCU ont les fonctions custom, mais non pas cette classe. Donc il faut juste le vérifier. Ouais, d'accord, ok. Le dernier paramètre là, c'est juste pour dire si tu ne la trouves pas, tu n'essayes pas de la charger. Tu ne fais pas appel à l'autoloader pour essayer de la charger quelque part. Si elle n'existe pas, c'est bon, on passe à la suite. Tranquille. C'est un peu brutal, mais dans tous les cas, on n'utilisait pas APC. C'est juste un driver qui était chargé avec le bundle qui nous faisait casser le code pour elle. Et la fameuse extension MongoDB, enfin non, l'extension Mongo, pardon. En soi, l'instanciation du client, avant c'était Mongo Client, maintenant c'est MongoDB Client. En soi, ça passe. Les paramètres, ça passe aussi, c'est les mêmes. Par contre, quand vous discutez, enfin quand vous voulez manipuler les données, avant on avait update, après on a update menu. Et c'est pas tout à fait la même syntaxe. Pour le coup de la cible, dans nos exemples, c'est pas le cas. Et la valeur de retour, c'est absolument pas la même. Avant, c'était juste le nombre de lignes qui était modifié, maintenant c'est un objet. Donc partout où vous appeliez votre client avant, il faut reprendre tout ce code-là. Donc là, je vous ai montré les correctifs. Ah, j'ai oublié celui-là. Donc faire des tests, des batteries de tests en local, c'est cool. Ça va vous lever, je pense, 99% des cas. Après, il y a toujours des trucs qui passent à travers. Sur ce projet, on a la chance d'avoir Blackfire, que j'utilise beaucoup, pour ceux qui me connaissent, et il y a une assertion qui est très pratique avec Blackfire, c'est que vous pouvez faire un test sur l'utilisation d'éléments dépréciés. Donc en fait, puisqu'on avait déjà des scénarios qui parcouraient les pages principales du site, on a ajouté ce test-là, et tant que c'était au rouge, on savait qu'il nous restait des choses à corriger. Le jour où il n'y a plus rien eu, c'est chouette. Après, on a fait tester tout le site au client, mais là, c'était un peu moins chouette. Il y a eu quelques retours, évidemment, parce que quand on corrige des milliers de fichiers, il y a forcément 2-3 choses qu'on fait mal. Donc là, les trucs que je vous ai montrés, c'est les correctifs. Mais évidemment, le code perso, c'est facile à corriger. Il pète, on corrige, c'est le nôtre, aucun problème.
Par contre, les dépendances. Pitié, ne versionnez pas le corps, ne versionnez pas non plus vos vendors, ne les éditez pas à l'arrache. Ça, c'est saut 2010 et encore. Donc on les modifie pas, on les patch. Et pour les patcher, déjà, il faut générer les patchs. Pour les générer, vous avez deux options, soit vous faites avec Git, soit avec votre IDE. Les deux options se valent. Le principal, c'est d'avoir un diff à la fin. Si vous voulez tester, la doc de PHP Storm est géniale. Sinon, en soi, vous cliquez sur, vous faites clic droit sur le fichier qui est modifié. Non, vous sélectionnez le fichier qui est modifié, vous allez dans VCS et Generate Patch. Voilà, vous avez votre patch. Et pour vous donner une petite idée, le htaccess on s'en fout. Au niveau des opérations arithmétiques avec des chaînes de caractères, j'ai dû modifier 1734 lignes. Donc on enlève la syntaxe, on est à 1500 repères. C'est déjà un peu moins sympa. La serialisation que 34 lignes, l'autoload 42. Les dépréciations toujours, donc les while avec des listes et des each, ça fait plus de 900 lignes de patch. Et le petit bundle que 35. Donc là, on a ce qu'il faut pour patcher le corps. Je vous épargne tous les fichiers qui ont été modifiés pour le code custom. La pull request faisait, je crois, 150 fichiers avec quelque chose comme ça. Je sais plus. Je n'ai pas fait ma route code. Oui. Pourquoi passer par les patchs et pas par le code? Comment ça? Pourquoi tu as fait ça avec des patchs? Je sais pas. Pourquoi tu n'as pas fait des extensions de modules comme ça? La question sur le parce que si, alors effectivement c'est une option, plutôt que versionner le corps, vous pouvez le surcharger. La surcharge, c'est chouette quand on commence, parce qu'on se dit ouais, c'est rapide. Et puis quand vous commencez à vouloir mettre à jour le Magento, ou quand vous voulez appliquer des pages de sécurité, là vous n'en sortez plus. Sur ce projet, on a réécrit 30% du code. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup surchargé. Lorsqu'on met à jour ce Magento là, c'est la colle à bannière. À tel point que j'ai dû faire des scripts, moi, pour parser le patch Magento, pour vérifier si on n'a pas surchargé des classes. Donc, sinon, à la main, c'est atroce. Parce que ça répond à tout. Et pour les appliquer, on ne fait pas ça à la main, on fait ça avec Composer. Donc, encore une fois, il y a un bundle pour, enfin, il y a une dépendance pour ça. Qui s'appelle Composer Patches. Vous la faites à recueillir dans votre projet comme n'importe quelle dépendance. Vous avez juste à ajouter une petite entrée supplémentaire dans l'entrée extra qui va s'appeler Patches. Dessous, vous mettez le nom de la dépendance, donc telle qu'elle est décrite dans le Composer JSON. Donc, par exemple, là, si je voulais m'amuser à patcher le gestionnaire de patch, je réutiliserai Against Composer Patches. Derrière, vous mettez un label, enfin dessous, vous mettez un label et le chemin vers le patch. Et lorsque cette dépendance va être installée ou mise à jour, le patch va être exécuté. Il y a d'autres options supplémentaires, par exemple, vous pouvez dire que si l'application du patch ne fonctionne pas, je renvoie un code d'erreur et l'installation ou la mise à jour du projet ne se fera pas. C'est assez pratique parce que de cette façon, on peut appliquer des patchs sur un projet à une version donnée. Si on met à jour et que les patchs ne passent plus, au moins on est notifié, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est plus pris en compte. Donc on va pouvoir vérifier si le patch a été intégré dans le cœur, on peut supprimer une note. Si ça ne l'est pas, il faut retravailler le patch. C'est ce qui nous est arrivé au moins une fois. Donc disponible sur GitHub, encore une fois. Mais il y a aussi des petites librairies dans Magento qui étaient tellement truffées d'erreurs que c'était juste impossible à patcher. Je ne me souviens plus laquelle, il y avait plus d'une centaine d'erreurs dans une seule classe. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on arrête la mise à jour, est-ce qu'on arrête la migration, ou est-ce qu'on opte pour une méthode un peu pourrie? J'ai tenté la deuxième. Toutes les librairies qui étaient truffées d'erreurs et qu'on n'utilisait pas, j'ai ajouté une petite entrée dans les scripts de post-install, de post-update, juste pour supprimer ces librairies. C'est brutal. C'est pas forcément la méthode que je vais vous recommander pour migrer un projet, supprimer du code. En l'occurrence, ça m'a économisé des semaines et des semaines de migration. Parce qu'au final, on n'utilise absolument pas le Match Connect, ce qui est en plus truffé de failles de sécurité. Donc autant le dégager. Et hop, on y va. Et aucune des librairies qui a été supprimée n'a été nécessaire depuis là. On est plutôt pas mal. Maintenant, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, même si tous les tests automatisés sont ouverts,
faites tout valider par votre client. Il va connaître mieux que vous, normalement, les règles métier, il va connaître, il va savoir sur le bout des doigts, normalement, ce que fait son application. Donc il sera plus à même que vous que valider le fonctionnel. Parce que même si votre application semble 100% valide, vous pouvez avoir une syntaxe parfaite, mais un trou dans la logique. Et ça, aucun bot ne va pouvoir le dire. Sauf si vous avez des tests fonctionnels. Maintenant, les résultats. Parce que bon, on pourrait se dire que cette migration, c'est juste un trip de geek, que c'était juste pour se faire plaisir. Bah, pas tant que ça. Sur la home, c'est pas la pire page, mais c'est pas la meilleure non plus, donc c'est un peu, on va dire la moyenne sur quoi on peut avoir sur l'ensemble du site. On a moins de 38% de temps de chargement, juste en changeant la version du langage. En termes de conso CPU, on a moins 44% en moyenne. Donc c'est des tests, je les ai lancés, je crois que c'était 50 fois pour avoir un échantillon quand même assez représentatif. Donc quasiment moitié moins de consommation de CPU. Et le meilleur pour la fin, quasiment moins 60% en consommation de mémoire. Donc sur un projet tel que Magento, qui est loin d'être le moins gourmand de l'écosystème PHP, c'est juste énorme. C'est monstrueux, simplement en faisant une montée de version du langage. Donc ce truc-là, c'est assez chouette, mais en plus ça nous a permis, lors de la migration à AWS, de réduire la taille des instances. Parce que plus votre application consomme, plus elle va avoir besoin d'une instance taillée sur mesure. Là, si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 Go de RAM sur chaque instance. Voilà. Donc on a une boutique e-commerce qui contient plusieurs centaines de milliers de produits, avec un trafic conséquent, parce qu'il y a beaucoup de commandes par jour, qui tient sur 4 Go de RAM. Donc évidemment, on a de l'autoscaling, on a des instances qui pop s'il y a un pic de trafic, mais c'est-à-dire que l'application telle qu'elle tourne uniquement à 4 Go de RAM. Donc on fait tourner en prod quelque chose qu'on fait tourner sur notre mécan local. C'est plutôt chouette. Et il y a juste la version PHP qui est changée. Juste ça. On n'a pas fait d'optimisation supplémentaire. On s'est contenté de prendre ce qu'il y avait avant, le nettoyer et l'en mettre. C'est tout. Et c'est tout. Et voilà. Donc si vous avez des questions, c'est bon. Combien de temps du coup pour la migration à combien? Alors, ça, tout seul, moi tout seul. Alors, c'est vrai que j'ai pas donné cette partie du contexte. Lorsque tu fais de l'infra as code, tu passes énormément de temps à attendre. Parce que il faut build les images, donc ce qui va être déployé en tant que serveur Apache, ça prend du temps. Il y a aussi le temps de construction de l'infra. Donc en fait, si tu ne fais que de l'infra as code de ta journée, tu vas passer peut-être la moitié du temps à attendre. Moi je déteste attendre devant mon ordi. Donc je me suis dit, autant essayer d'optimiser un peu ma journée et faire autre chose à côté. Ça a pris, si je dis pas de bêtises, 2 mois en tant qu'un peu de travail sous-marin. Donc quand j'avais un peu de temps, je commençais à gratter un petit peu. Sinon ça a pris à peu près 2 mois pour une personne. Tu dis ce qui est mis en temps, c'est les images Docker. Alors on n'utilise pas Docker sur la prod, mais c'est à peu près le même principe. C'est à peu près le même principe. Il faut installer tous les paquets pour en faire un ISO, une sorte d'ISO. Tu vas ensuite déployer sur ton offre. C'est ça qui prend plus de temps. Et ensuite la configuration des load balancers qui prend aussi un peu de temps à déployer. Du coup, pendant tes 2 mois, les développeurs ne sont pas arrêtés de travailler. Il a fallu que tu suives l'évolution de 2 mois Ouais. de mise à jour. Ça c'est la partie rigolote. Je m'étais créé un alias pour rebase ma branche à chaque merge. Fort heureusement, c'est pas forcément le code custom qui posait le plus de problèmes. Donc en fait, là où je devais être vigilant, c'est si quelqu'un faisait une surcharge, on prenait du code de Magento et le remettait dans le code local, après mon passage. Là, c'est vrai que c'était un peu chiant. En soi, on a déployé l'application sur un environnement 7.2, on n'a eu aucun retour du client. On n'a eu aucune erreur remontée par le client. C'est intéressé un peu de faire la config de votre code à Magento ou c'était peut-être pas trop... Pour l'anecdote, du coup, je connais plein de jeux oubliés. Magento n'était toujours pas compatible 7.2, il n'était même pas compatible 7.0 en fait à l'époque. On l'a déployé en quel mois C'était
Non, c'était un peu plus tôt, je crois. Parce qu'on a testé sur l'Espagne. Enfin bref, c'était au début d'été. Et Magento est devenu officiellement compatible PHP 7, quoi, l'hiver, l'automne. Vers novembre, décembre. Ouais. Donc en fait, il travaillait déjà dessus, il nous disait pas, il communiquait pas d'état à la communauté. Chacun faisait son petit truc dans son coin. Et là, il disait, ouais, c'est bon, on est compatible. Ouais, mais c'est trop tard. On l'a déjà fait. Et d'ailleurs, quand on a sorti ce Magento 1 en version 7.2, même Magento 2 n'était pas compatible PHP 7.2. Ça, je me suis permis de poke un petit peu Magento pour pas le dire. C'était gentil. T'avais Rector, t'en as entendu parler ou pas du tout pour la migration de PHP? Ça me dit quelque chose. C'est un projet qui est souvent mis en avant pour les migrations, Ouais. c'est pour ça. Ça me dit quelque chose. Bientôt en faire une. Il fonctionne comment déjà? C'est un analyseur statique a priori, donc je pense que ça doit prendre la même forme que PHP Stem, mais j'ai pas testé, c'est pour ça que je voulais voir si toi t'as des... Il me dit quelque chose. En toute transparence, j'ai eu un peu de mal à écrire certains slides parce que je me souvenais plus exactement comment j'avais fait l'année dernière. Donc cette nuit, j'ai dû me remonter un petit Magento 1 pour reproduire certaines choses, notamment le cheminement des erreurs principales. J'en avais griffonné quelques-unes, mais j'en avais oublié d'autres. J'ai eu un peu de mal à tout retrouver. Mais Rector me dit quelque chose, mais je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Peut-être parce que de toute façon, j'avais déjà PHP Stem dans les tuyaux. Je fais un bol café, effectivement. C'est pas pour rien que c'est un peu devenu la référence sur PHP. Pour mettre live les différents sites, vous avez fait comment? Vous avez fait one shot Non. tout d'un coup? Non, alors on est bourrin, mais pas non plus trop. Puisque c'était plus une plateforme globale, on a pris un site avec peu de danger en termes de business. Il y a quand même un volume de commandes qui n'est pas négligeable. Pour autant, c'était le moins risqué. On n'allait pas partir avec la maison mère directe. Après, on a testé sur un site, sur un deuxième, et ensuite on a tout déployé. Si je dis pas de bêtises. Et donc là, quand tu construis ton build, chaque fois tu reprends ton code source Magento et tu repatches à chaque fois tout ou c'est pas trop? Alors, les patchs sont exécutés lorsque tu fais un composer install ou un composer update. Ouais. Pour tester ton patch en local, il faut que tu refasses un update à chaque fois de ton package. Donc c'est le jeu. Après, ça c'est pour tester que ça marche bien avec Composer, tu peux très bien exécuter ton patch directement en ligne de commande. Du coup, tu pars par exemple, tu prends un code source Magento, tu lances ton patch et c'est en fait Ce qui m'a fait gagner du temps, c'est que alors Magento 1 normalement n'est pas installable via Composer. Donc tous les projets qui utilisent Magento 1 et Composer, c'est qu'ils ont les sources de Magento 1 quelque part sur un repo. C'est ce qu'on fait, les sources, c'est du Magento Enterprise, donc c'est sur un repo privé. Et en fait, j'ai pu faire les patchs, enfin j'ai pu en gros récupérer les sources de Magento, faire mes modifs et générer les patchs avec Git. Donc c'était très simple. Mais ils ne sont pas commits dans le code source de Magento, pour qu'on puisse le mettre à jour. oui, bien sûr. Merci pour ton patch 5.6. C'était une patch communautaire pour commencer. C'est exactement celui qu'on a utilisé. Et ils n'ont pas fait d'autres par contre pour le PHP 7 Non. Non. Et puis ce projet, ce que je disais, c'est un cas un peu à part. Quand je dis qu'on a vraiment réécrit 30%, c'est pour de vrai. J'ai pris le nombre de classes qu'il y a dans Magento, j'ai compté le nombre de rewrites qu'on a dans notre code, et ça correspond à 30% du code de Magento. Du coup, une question qui n'a rien à voir avec ta classe, mais quel est l'intérêt en fait d'utiliser Magento si tu réécris à 30% les classes et si tu as plus de 10 000 classes custom dans ton projet? Il n'y a pas 10 000 classes custom. Non? C'est le total. C'est le total. C'est le total. Le truc, c'est que sur ce projet, c'est un peu spécial. C'est l'enjeu à la base, c'était juste de sortir une boutique française. Puis après, ça a tellement bien pris que d'autres pays se sont greffés à ce projet-là. Mais chaque pays a ses spécificités. Donc ce qui était facile à faire pour un, on s'est retrouvé à le faire pour 14 en parallèle. Donc on a un peu tordu la solution dans tous les sens pour que ça rentre. Avec du recul, je te dirais pas forcément que Magento c'était le meilleur choix.
si on devait refaire le projet là maintenant, je te dirais que non, pas partir sur le Magento. En 2011, c'était pas déconnant. Mais il y a un moment où vous n'avez pas dit putain, on va peut-être réécrire le corps en SF et comme ça complètement virer la partie Magento et Quand tu sur ce genre de projet, tu peux pas forcément dire on est plateforme. ouais. Non mais oui, le client veut qu'il paye quoi. Mais, Là, en ce moment, il y a des discussions pour faire du replatforming parce que Magento 1 arrive en fin de vie l'année prochaine. Donc il reste 12 mois pour inventer la suite. Et quand tu dis SF, c'est quoi? Symfony. Oui, pardon. mais non, c'est moi, c'est effectivement. Je devrais dire Symfony tout au cas. Faut pas oublier de parler peut-être de la masse totale du nombre de jours hommes cumulés sur l'ensemble du projet avant de lancer la migration, qui peut-être peut donner une idée de l'infini. Je te donne le nombre de commits du projet. Ou ça par exemple, ouais, ça pourrait. Je débranche pour pas qu'on voit le nom de. C'est quoi, c'est 4 ans dedans? J'ai mon ordi qui est en train de brûler par contre. On a pas les photos dessus, de toute façon tout brûle là. C'est là où tu aurais pu Ça va être de la lave en fait. j'ai connu son projet, et celui qui est le premier. Il y a eu 4500 commits. Sans compter les merges. Et les communes sur les branches. Sur la branche master sûrement. De toute façon, sur ce projet, il n'y a que master. Enfin, il n'y a que master de permanent. Le nombre total de jours hommes doit être à 5 chiffres. Et du coup là, c'était Ça explique pourquoi la migration du code custom est difficile. La migration du code custom était beaucoup plus facile. Oui, mais si tu devais changer de techno, si tu devais juste écrire un Magento 2, t'as plein de choses qui sont plus du tout les mêmes, tu vois. Faut tout réécrire aussi. Ah, de toute façon, tu parles de replatforming sur un projet qui est à moitié SP, à moitié framework, c'est du. Tu réécris tout. Comme Togo e-commerce. Et quelque part là, c'était un vrai gain, hein, parce que rien que déjà de migrer en PHP, il y a des gains de performance. Après, changer de plateforme avec des gains de performance, c'était des économies. On était challengé justement par le client pour ne pas avoir 14 plateformes surdimensionnées qui tournaient en parallèle, parce que là, en termes de coût, on va se faire allumer. Donc, tout ce qu'on pouvait gagner en perf, ben, on l'a fait. Et même ce qui est assez drôle, c'est que sur notre ancien hébergeur, donc avec PHP 5.5, on avait un varnish devant. On avait, je crois, des frontaux avec 30 Go de RAM, un truc comme ça. Et finalement, on est passé sur AWS, on a dégagé varnish et on tourne avec 4 Go de RAM. Donc évidemment, on scale au besoin, mais sinon, là, la nuit, il n'y a qu'une seule instance avec 4 Go de RAM. Je suis assez fier de cette migration. C'était mon dernier achievement. Du coup, PHP Stan, 0 erreur en niveau max. Si tu me montres un vrai projet avec 0 niveau max, je te parle pas juste une création. Hein. Création à 900 commits. C'est beau. C'est beau. Oui, parce que c'est fait depuis le début aussi. Voilà. Je m'avance, mais quand tu fais du custom, c'est plus facile. Mais c'est surtout sur un projet legacy, même s'il est en route depuis 6 mois, le 0 niveau max, c'est un rêve. Si tu le fais pas le début, c'est impossible. Ouais. Après, si tu es tout seul, que tu commites une fois par semaine peut-être, si tu es une équipe de 4 personnes, si tu bourrines tous les jours, tu peux pas rattraper. Oui, c'est sûr. Mais il faudrait que ce soit dans les règles de commit, c'est-à-dire que quand tu commites ta fonction, il faut que tu sortes un level 0. Voilà. Alors si tu veux, je ferai une autre thèse à ce sujet, ce que je suis en train de faire avec eux. Parce que justement, je suis en train de mettre en place des pipelines de test qui vont verrouiller sur deux choses. Un projet qui démarre peut voir être à 0. Ah, ça c'est bien. Comment ça se fait? Ça va gueuler, mais... Comment ça se fait? PHP Stan égale changement d'entreprise. Ah ouais. C'est le nom de la présentation. D'accord. Non mais ouais, je suis très PHP Stan. Moi aussi. De toute façon, le tester, c'est la nickel. Bon.